Je suis marxiste, dit Jean-Marc Pilote. À la fin des années 60, il étudie Gramsci. Il lit Lucien Goldman, George Lukács et les écrits de l'école althussérienne. Auparavant, Pilote a été animateur au Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Dans un article publié dans Parti pris, il remet en question les objectifs et surtout les moyens employés pour l'application du plan d'aménagement régional. Il lui faut alors choisir entre le BAEQ et la revue, dont il est aussi collaborateur. Pilote choisit la revue. La gauche au Québec, la cogestion, les syndicats, les utopies révolutionnaires, les intellectuels qui rongent leur os, le pouvoir. Jean-Marc Pilote exprime ses propres désillusions face au modèle de changement social proposé par diverses écoles de pensée en sciences sociales. Il explique comment il pouvait être plus facile d'être révolutionnaire sous Maurice Duplessis. Comment la Révolution tranquille a débouché sur un cul-de-sac. OK. Bonjour, Monsieur Pilote. Bonjour. Nous sommes ici pour parler de la sociologie. Mais on dit de vous que vous êtes un politicologue. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu un sociologue? C'est une question de hasard, en fait. Je suis marxiste. Puis pour un marxiste, entre ce qu'on appelle la sociologie politique ou l'analyse politique, il n'y a pas de différence comme telle. Et quand je suis revenu de mes études à Paris, avec un doctorat, alors l'endroit où il y avait des postes disponibles, c'était en sciences politiques. C'est pour ça que je me suis retrouvé en sciences politiques, mais j'aurais pu aussi bien me retrouver en sociologie. Parce que le marxisme analyse la société en termes de classe sociale et explique les différents phénomènes politiques, économiques et culturels en termes de lutte de classe. Alors, on peut se retrouver en sociologie, en politique ou en histoire, mais c'est à peu près le même objet. Ça veut dire que le marxisme récuse la division, disons, traditionnelle entre un domaine de sociologie ou un domaine de politique ou un domaine d'histoire. Ça veut dire qu'effectivement, un marxiste peut se spécialiser dans un de ces champs-là, mais en gros, le découpage théorique ou scientifique entre ces domaines-là, il est récusé par un marxiste. Alors, c'est pour ça que je me suis retrouvé en sciences politiques, avec un doctorat en sociologie politique. Oui. Si je vous demandais qu'est-ce que vous avez fait avant d'en arriver à ce travail que vous faites maintenant, en sciences politiques à l'Université du Québec, à Montréal? Ce que j'ai fait auparavant. Oui. Je pense à vos travaux de recherche, aux premiers jobs que vous avez eus. Mm-hmm. Ben, en gros, j'ai fait mon cours secondaire public. Après ça, je suis allé à l'école normale Jacques-Cartier, qui était à ce moment-là, disons, avant les années 60, il y avait une coupure assez radicale entre le secteur privé et le secteur public. Et en sortant du secteur public, on avait des possibilités, disons, comme l'école normale Jacques-Cartier, où ça coûtait pas cher. Il y avait Polytechnique, École des hautes études commerciales. Il y avait sociologie où on pouvait aller, mais à ce moment-là, la sociologie ne m'intéresse absolument pas. Et puis il y avait Collège Royal de Saint-Jean. Alors j'ai décidé pour différentes raisons d'aller à l'École normale Jacques-Cartier, où j'ai fait un bac en pédagogie, puis ce qu'on appelait à ce moment-là le brevet A. Puis après ça, en sortant de l'École normale Jacques-Cartier, je me demandais quel était le sens de ma vie. Alors je me suis dit, je vais aller en philosophie. Oui. Alors j'ai fait une licence de philosophie à l'Université de Montréal, pour m'apercevoir, en fin de compte, que la philosophie posait des questions, mais n'avait aucune solution. Et c'est parallèlement à mes études de philosophie que j'ai commencé à étudier le marxisme. Alors, quand je sors avec ma licence de philosophie de l'Université de Montréal, j'enseigne environ 2 mois dans une école secondaire de Montréal, dans un des milieux les plus défavorisés. Et puis, peu après, on m'offre un emploi d'animateur social au Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, à Ardent, où j'ai travaillé environ 1 an comme animateur social et où, à cause de divers conflits, je suis revenu au bout d'1 an à Montréal. Nous étions en quelle année? En 60? En 63. 63. 63. Alors, de 63 à 64, je suis au Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Vous avez parlé de conflits. Je pense que le marxisme s'intéresse beaucoup aux conflits
au travail? Parlez-moi un peu. Le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, à ce moment-là, se retrouve, disons, dans le bas du fleuve, en Gaspésie. En fait, des jeunes sociologues qui espèrent, en gros, changer la société. En partant de cette région-là, faire un aménagement qui modifierait, disons, le visage du Québec. Alors, il y avait effectivement deux groupes, un groupe de chercheurs et un groupe d'animateurs qui travaillaient sur le terrain. Évidemment, avec beaucoup de divisions politiques à l'intérieur de tout ça, mais au début, c'était une espèce de... Tout le monde s'entendait parce qu'on s'entendait sur aucun objectif extrêmement précis, sauf des grandes transformations. Mais il s'est fait une évolution au BAQ où, peu à peu, au début, l'objectif, c'est de faire en sorte de partir des problèmes et des besoins tels que définis par la population. Et le rôle des sociologues, des économistes, ainsi de suite, c'était de fournir des instruments à la population pour qu'elle-même arrive à définir des solutions. Mais dans le courant de l'évolution du BAQ, ça a été au bout d'un an, c'était comme ça, les animateurs, à ce moment-là, à la fin, devaient convaincre la population des solutions que trouvaient les chercheurs. Or, les chercheurs étaient en fait coordonnés par une équipe de dirigeants qui était toujours en coordination très, très étroite, en relation très étroite avec les hauts fonctionnaires du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral et les ministres. Alors, ce que veut dire que les solutions, peu à peu, devaient s'inscrire à l'intérieur d'un cadre politique très précis qui était le cadre du gouvernement à l'époque. Alors, c'était pas du tout l'objectif, en tout cas au début, que moi je partageais avec d'autres, qui était de partir de la population, des besoins et des problèmes de la population. Et si à un moment donné, le gouvernement ne voulait pas appliquer les solutions que les gens voyaient, leurs problèmes, bien, à ce moment-là, en se basant sur la mobilisation des gens, de lutter contre le gouvernement. Là, il fallait convaincre des solutions trouvées par les technocrates. Mais j'ai envie de vous demander quels étaient ces besoins identifiés par les gens ou identifiés par les technocrates? En fin de compte, sur quoi portaient ces projets d'aménagement ou planification? Au début, c'était très vague, mais c'était en sorte de partir des ressources de l'endroit, qui étaient effectivement très faibles. Au niveau agricole, plus grande au niveau forestier, puis essayer de développer au maximum les potentialités comme les ressources touristiques de l'endroit. Oui. Mais évidemment, faire un aménagement au Québec sans qu'il y ait une planification au niveau du Québec, c'était un peu farfelu dans la mesure où l'aménagement doit s'inscrire dans un cadre de planification. Et pour planifier une économie, il faut qu'il y ait que le contrôle au moins d'une part importante de l'économie soit sur ce territoire-là. Or, si on regarde le Québec, y compris le Canada, je veux dire, une partie importante de l'économie est contrôlée de l'extérieur par l'impérialisme américain, ce qui fait que c'est difficile de planifier des succursales dont les maisons mères se retrouvent à Washington et New York, c'est-à-dire dont les pouvoirs ne sont pas ici. C'est encore plus vrai pour le gouvernement du Québec, qui n'avait pas les pouvoirs nécessaires de planification, tant au niveau des douanes, de la monnaie, ainsi de suite. Alors, ce qui fait que même l'aménagement était difficile à faire dans un cadre, même sans transformer beaucoup de choses. Alors, ce qui s'est fait peu à peu, même par rapport aux solutions trouvées par le BAQ, ça s'est limité à la fin à quelque chose qui allait complètement à l'encontre des besoins de la population. C'était de vider des villages, parce que le taux de chômage, le taux d'assistance sociale était très, très élevé, puis ça coûtait très cher au gouvernement. Mais les gens qui vivaient à ces endroits-là, dans les petites colonies qui avaient été développées vers les années 30, pendant la grande crise, ben, préféraient vivre sur l'assistance chômage, l'assistance sociale à l'endroit où il était né, où il avait grandi, oui, qu'aller se retrouver dans des HLM à Montjoly, à Rimouski ou à Amqui. Alors, ça s'est réduit de beaucoup. Alors, quand je pars, moi, c'est que j'avais écrit un texte dans Parti pris sur les problèmes de la région, en fait, où j'identifiais un certain nombre de problèmes agricoles, problèmes des cultivateurs qui ne pouvaient pas aller pêcher du saumon sur la rivière qui passait sur leur terre, un ensemble de problèmes.
Alors, ce qui s'est produit, c'est que cette revue-là est envoyée, disons, à des dirigeants du BAQ de la place, qui étaient des notables de l'endroit qui contrôlait le BAQ. Alors, ça fait une espèce de mini-scandale. Il semble-t-il, c'est allé au Conseil des ministres. Puis là, ils m'ont demandé de choisir entre l'aménagement et le parti pris. À l'époque, ce choix-là impliquait de choisir entre la réforme, en fait, le réformisme, ou la révolution. Alors, c'est pour ça que je quitte à ce moment-là le BAQ et je reviens à Montréal, oui, où je continue à travailler à parti pris, où j'aide à la formation d'une organisation politique gauchiste à l'époque, qui était le Club Parti pris, qui va devenir par la suite, avec la fusion de d'autres groupes, le Mouvement de libération populaire. Je travaille à parti pris et j'enseigne le français à la commission scolaire régionale de Chambly. Donc on était en 64? 64, 65. 65? Bon, parlez-moi davantage de parti pris, de ce que cette revue exprimait comme courant de pensée ou comme mouvement. C'est ça. Parti pris, c'est fondé par des jeunes d'une vingtaine d'années, à peu près à l'époque. Ça veut dire des gens qui en arrivent à une espèce de conscience sociale et politique avec la fin de Duplessis, qui est 59, qui est un début de remise en question, en fin de compte, un peu de l'ensemble des idées. Alors, Parti pris défendait les idées suivantes. L'indépendance. Alors, évidemment, ça se rattachait à tout le courant nationaliste antérieur, mais en mettant l'accent non pas sur la défense de la nation canadienne, française et catholique d'un océan à l'autre, qui était l'idéologie traditionnelle de la période du Duplessis, mais en défendant, disons, un État québécois indépendant, avec un État québécois contrôlant son économie et sa culture. Oui. Ça veut dire plus qu'une indépendance politique formelle, mais une indépendance presque totale, ce qui est un peu utopique. Se démarquait aussi du nationalisme traditionnel. En plus de ça, on liait à ça le socialisme et le laïcisme. Alors, c'était des idées, disons, les trois idées ensemble, c'était des idées qui se démarquaient par rapport à ce qui avait été la gauche sous Duplessis. La gauche sous Duplessis, c'était les centrales syndicales qui combattaient le nationalisme de Duplessis au nom de réformes sociales nécessaires pour les travailleurs. C'était c'était le père Lévesque de l'Université Laval avec la formation de la faculté des sciences sociales qui opposait, disons, certaines données de la sociologie américaine, puis opposait ça à la connaissance, la vision thomiste qu'on avait de la société. C'était Cité libre aussi. Alors, c'était, en fin de compte, tous des gens, si on regarde la CSN, par exemple, la Cité libre, c'était des gens de la JEC qui avaient été formés dans le mouvement de jeunesse catholique, qui voulaient, eux, une société toujours catholique, mais où les laïcs s'occuperaient des affaires publiques et les clercs des affaires religieuses, ce qu'on a un peu aujourd'hui. Une société où on aurait une démocratie parlementaire de type britannique, qui était vraiment le modèle, puis où le capitalisme, qui semblait quelque chose qui allait de soi, devait être rationalisé. Alors nous, on allait complètement à l'encontre de ça parce qu'on était laïcistes et la plupart athées. On était socialistes, on remettait en question le capitalisme. Et puis, on était indépendantistes, qui allait à l'encontre de la tradition de Cité libre, qui, en s'opposant à un nationalisme plutôt conservateur de Duplessis, du clergé, opposait une vision où tous les hommes, indépendamment la nation, était uniquement une différence émotive entre les gens, qu'il n'y avait pas de réalité sociologique fondamentale. Alors, c'est un peu dans ce cadre-là que Parti pris a eu beaucoup d'influence. C'était un peu le pendant, disons, théorique de la Révolution tranquille, à un certain niveau du FLQ, du RIN, mais disons, dans une façon de poser les problèmes de façon beaucoup plus radicale que ces différentes organisations. Vous avez parlé d'une gauche anti-duplessiste. J'aimerais que vous me disiez s'il a existé une gauche antérieure à celle-là au Québec. En fait, il y a toujours existé je pense qu'historiquement, il y a toujours existé des mouvements de gauche au Québec. Sauf que ça a suivi des périodes de vagues en montant, puis qui ont été rabattues par la suite. Alors, puis les mouvements de gauche, on commence à les réétudier maintenant, mais qui ont été oubliés par l'histoire officielle. D'une part, il n'y avait pas une importance énorme, mais disons, si on prend vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a eu des députés
élus sur une base ouvrière comme ouvriers. Ça, on a complètement oublié cet aspect-là de l'histoire. Mais effectivement, nous, lorsqu'on arrive, ça s'appelle la période de Duplessis, qui est marquée au niveau du continent américain par le McCarthyisme, Duplessis par la loi de Canada. Ça veut dire toutes les idées qui moindrement socialisantes ou moindrement laïcistes, c'était vu comme des idées, disons, c'était vu comme le communisme, puis le communisme avait fait sauter le pont de Duplessis. Je veux dire, c'était l'antéchrist, c'était le diable. Oui. Alors, moi, quand j'étudiais à l'école normale Jacques-Cartier, faire de la provocation, c'était me promener à l'école avec Cité libre sous mon bras. Puis là, les professeurs m'avertissaient, attention, vous allez vous faire mettre à la porte. Pourtant, son relis Cité libre, en fin de compte, je veux dire, c'était catholique, c'était disciple de Mounier, c'était pour le capitalisme, c'était pour la démocratie libérale. Il s'opposait, en fin de compte, au nationalisme de Duplessis, par la mainmise totale du clergé sur l'ensemble de l'idéologie, qui avait imposé une espèce de dogmatique thomisme, une espèce d'orthodoxie. Puis c'est impossible de... Si on pensait pas comme cette orthodoxie-là, on avait le choix de se taire ou de s'exiler ou d'aller travailler dans les organismes contrôlés par Ottawa, c'est-à-dire l'ONF puis Radio-Canada. Oui. Qui marquait une contre-tendance? Ben, une contre-tendance dans la mesure où il acceptait, comme l'Université d'Ottawa, il acceptait dans ces institutions-là des gens qui s'affichaient pas comme catholiques. C'est à peu près tout. Ça veut dire des gens qui étaient laïcistes ou qui étaient agnostiques ou qui étaient, disons, qui n'étaient pas des catholiques pratiquants ou qui, n'étaient pas dans cette voie-là. Rioux, s'il s'en va à l'Université d'Ottawa, c'est parce qu'il était reconnu comme agnostique. Ça en faisait c'est un critère d'embauche? C'est un critère de chômage, en tout cas. Non, c'était effectivement très, très fort. C'était une... pour pouvoir travailler dans les institutions de l'enseignement étaient contrôlées soit directement ou indirectement par le clergé. Les journaux, radio, télévision, la mainmise du clergé était tellement fort sur l'éducation et sur les différents services d'assistance sociale que même dans l'entreprise privée canadienne-française, contrôlée par des capitaux canadiens-français, la presse ou le Devoir ou ainsi de suite, on ne pouvait pas aller au-delà d'un catholicisme de bonne loi. Alors, les gens de gauche, à ce moment-là, disons, se référaient des fois à Maritain. Toi, Maritain était vu un peu de gauche, ou à Teilhard de Chardin, mais là, vraiment, c'était très près de l'enfer, Teilhard de Chardin, à l'époque. Ça, c'est avant les années 60. Quand j'essaie d'expliquer ça à des étudiants maintenant que j'ai à l'université, j'ai l'impression vraiment de décrire, d'essayer d'expliquer, je sais pas, la civilisation des Papous, ou de la Chine, parce que ça ressemble à un monde complètement étranger. Mais à ce moment-là, cette structure-là idéologique était extrêmement forte. Puis c'était une condition d'emploi ou pas. Les gens de Refus Global, par exemple, qui avaient remis en question la religion, entre autres, ben, la plupart ont été obligés soit de se taire au Québec ou de s'exiler en France, parce qu'ils ne trouvaient plus d'emploi. Ils avaient été mis à l'école, à la porte de l'école. Ceux qui enseignaient aux Beaux-Arts avaient été mis à la porte de l'école des Beaux-Arts. Alors, c'était vraiment une mainmise assez totale sur l'ensemble de l'idéologie des intellectuels. J'aimerais qu'on revienne à la suite de ce que vous avez fait au BAEQ. Je crois que vous êtes allé à parti pris à un moment, puis vous êtes parti étudier Gramsci. Parlez-moi de Gramsci. Oui, c'est ça. Disons, à parti pris, je l'étais quand je suis allé au BAEQ, mais disons, au bout de 2 mois, j'avais laissé parti pris. Je continuais, disons, j'étais encore membre officiellement de la revue, mais j'étais toujours, disons, je travaillais dans le comté de Matapédia et je venais une fois par mois à Montréal. Alors, en revenant, on me demande de former ce qui va être le parti pris, ça, le mouvement de libération politique, qui était le pendant politique de la revue Parti pris. Ça veut dire de faire en sorte que les idées de parti pris s'incarnent au niveau de l'organisation politique. Ça éclate, ça échoue. Ça s'en va dans toutes les tendances. Certains s'en allaient en ORIN, d'autres au PSQ, Parti socialiste du Québec, qui est devenu une espèce de fusion entre les jeunes et des vieux syndicalistes qui étaient social-démocrates. Et puis d'autres s'en vont au FLQ. Alors, de là, moi, j'en tire la conclusion que si on a échoué, c'est parce que manque de connaissances théoriques.
Et puis, je m'en vais étudier à Paris le marxisme. Puis, Marx à Paris? Bon, ben, c'est à ce moment-là, parce que si je m'en vais à Paris, c'est parce qu'ici, il n'y avait pas vraiment de courant marxiste établi à l'époque. Il y avait le Parti communiste, mais disons, c'est là qu'on pouvait trouver, en 60, le seul endroit où on pouvait trouver des livres de Marx et de Lénine, mais disons, les textes qu'il écrivait ne me parlaient absolument pas. Par rapport à ça, ben, je veux dire, les seuls intellectuels que j'ai appris à connaître un peu dans cette période-là, c'était Stanley Ryerson, qui était au PC, qui était à Toronto. Puis Michel Van Skendel, qui, dans la Revue socialiste, a fait des analyses, disons, qui montraient une bonne connaissance du marxisme, même si jamais affiché comme marxiste. Alors, je m'en vais à Paris pour recevoir une connaissance que je n'avais pas pu acquérir ici. Ouais. Alors, à ce moment-là, pour faire une thèse de doctorat, il fallait avoir quelqu'un un auteur qui était mort. Alors, le seul auteur marxiste mort en France à l'époque, c'était Thorez, qui n'avait aucun intérêt. Alors, je choisis Gramsci parce que Gramsci me semblait intéressant, même si je le connaissais très peu. Et puis, la langue italienne est une langue facile à apprendre pour quelqu'un qui parle français. Oui. Et puis, c'est ça qui m'entraîne à travailler Gramsci, qui, en fin de compte, est un auteur extrêmement riche et intéressant. Et c'est un peu par hasard que le Gramsci qui est sorti a été un peu au début du courant du renouveau des études gramsciennes. Je voudrais que vous me parliez du socialisme. Vous avez étudié 3 modèles de socialisme, puis il semble qu'à ce propos-là, vous ayez perdu des illusions quant à l'adaptabilité de ces modèles pour la société québécoise. C'est ça. En fait, il y a 3 grands modèles de révolution dite socialiste. Il y a le modèle russe, qui est un modèle où la révolution s'appuie sur le mouvement de la classe ouvrière, une grève insurrectionnelle, une conquête du pouvoir, et puis là, par des concessions faites aux différentes nations dominées, parce que dans l'Empire russe, je veux dire, les Russes comme tels constituent une minorité, 48%, 45% à l'époque. Et puis des concessions aux paysans qui fait que ces gens-là, dans un premier temps, appuient la révolution russe. Mais ils s'appuient surtout sur une révolution ouvrière. La révolution chinoise, qui est l'autre grand modèle de révolution, s'appuie sur les paysans. C'est l'encerclement des villes et des campagnes. On parle des paysans, de leurs problèmes paysans, de la réforme agraire, parce que les paysans chinois étaient contrôlés par ce qu'on peut appeler des seigneurs féodaux, qui ne contrôlaient pas leurs terres. Alors on s'empare de leurs paysans, leurs besoins de terre, leur besoin de vivre, tout simplement manger 3 fois par jour. Puis en passant de ce mouvement-là, de cette base paysanne-là, à ce moment on encercle les villes, qu'on conquiert les villes. Alors c'est une révolution socialiste qui repose, contrairement à ce que prévoyait Marx, non pas sur la classe ouvrière, mais la classe paysanne. Cuba représente, puis ça, chinois, ça se répète un peu au Vietnam, c'est le même modèle. Cuba, c'est un modèle un peu différent dans la mesure où la base est encore paysanne, mais là, je veux dire, ceux qui forment le noyau de ça, c'est les petits bourgeois qui vont dans le milieu paysan, puis avec le FOCO, ça veut dire un centre politique et militaire, mène la bataille contre l'armée, disons, du régime, pour peu à peu, en fonction de cette lutte-là et de cette victoire-là, obtenir l'appui des paysans, puis s'emparer de la Havane. Mais disons, la stratégie militaire est très, très différente. Il y a ces 3 grands modèles-là. Alors, le modèle chinois et cubain, pour nous, ça pose énormément de problèmes dans la mesure où la paysannerie est plutôt très limitée. Puis le modèle russe pose des problèmes aussi dans la mesure où il n'a jamais été répété ailleurs. C'est vraiment les 3 grands modèles de révolution. Mais le problème, je pense, qu'il est encore plus fondamental que ça. Ça veut dire, si on regarde historiquement, disons, les alternatives ouvrières au capitalisme, il y en a un, c'est les pays qu'on dit socialistes. Soit Cuba, soit la Chine, soit l'Albanie, soit l'Union soviétique. Alors, si on analyse très concrètement ces sociétés-là, sans se faire d'illusions, on voit très bien que ça a donné naissance à une nouvelle classe dominante, qu'on peut appeler, comme on voudra, classe bureaucratique ou ainsi de suite, qui fonctionne de façon très différente de la classe bourgeoise. Puis c'est 2 sociétés différentes,
mais tous les deux reposent sur l'oppression, l'exploitation. Les travailleurs en Union soviétique ou comme à Cuba, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire dans le fonctionnement de la société, pas plus qu'ils ont à dire ici. Évidemment, dans ces pays-là, on va faire plus attention aux problèmes très matériels de la classe ouvrière. Il n'y a pas de chômage, il y a peu ou pas d'inflation, puis disons, il n'y a pas de gens qui se retrouvent dans la misère. C'est-à-dire l'ensemble des besoins, tant de santé, de sécurité sociale, de garderie, on cherche à satisfaire beaucoup plus complètement que dans les sociétés capitalistes l'ensemble de ces besoins-là. Mais ce qu'on doit dire, c'est qu'ils n'ont pas plus de pouvoir dans la société, dans ces sociétés-là, qu'ils en ont ici dans les sociétés capitalistes. L'autre alternative, c'était la social-démocratie sous ses différentes formes. Alors, la social-démocratie, ce qu'elle fait en fin de compte, c'est d'aménager la société capitaliste, de faire certaines réformes favorables aux travailleurs, selon les conjonctures. Dans une période d'expansion économique du capitalisme, bon, il peut faire plus de réformes. Dans une période où c'est de récession, ben, à ce moment-là, ils vont dire aux travailleurs, on ne peut pas faire plus, mais ils ne remettent pas en question la domination d'une bourgeoisie qui domine l'ensemble des appareils économiques. Puis, par son intermédiaire, l'ensemble aussi des grands médias d'information, puis l'État. Alors, je veux dire, si on regarde historiquement, on n'a pas d'alternative sur laquelle s'appuyer. Je veux dire, le modèle des pays socialistes, je veux dire, c'est pas ce que Marx entendait lorsqu'il entendait une révolution socialiste. Où ça ne consistait pas seulement, comme ils ont fait dans ces pays dits socialistes, la suppression de la bourgeoisie, mais il fallait que les travailleurs aient un contrôle sur la société. Et le problème majeur que posent les pays dits socialistes, c'est la chose suivante. Il est sans doute possible de supprimer la bourgeoisie. Mais comment faire en sorte qu'on ne peut pas, dans une société aussi complexe que la nôtre, aussi développée, se passer des gestionnaires, se passer de gens qui ont un certain nombre de connaissances techniques. On peut voir, des ouvriers avec des techniciens peuvent faire fonctionner une usine à l'intérieur. Mais le problème n'est pas au niveau d'une usine, c'est vraiment entre l'échange des usines puis entre l'ensemble de l'organisation de la société. Alors, penser une réelle perspective socialiste, c'est penser non seulement à la suppression de la bourgeoisie, mais au contrôle des travailleurs sur les gestionnaires. Puis ça, je veux dire, on peut travailler dans ce sens-là, espérer dans ce sens-là. On ne peut pas dire, voyez-vous, regardez, on va faire comme ce qui s'est fait à Albanie. Je veux dire, ça demeure du domaine de l'espoir. Mais si je vous demandais, à propos de cette question du contrôle des travailleurs sur les gestionnaires, si cette question a été soulevée par le syndicalisme ici, par exemple? Ça a été un peu soulevé dans ce qu'on peut appeler, disons, la tradition du syndicalisme de combat. Mais avec toutes les ambiguïtés que cela pose. Ça veut dire que le syndicalisme de combat s'est développé surtout chez les enseignants, la nouvelle petite bourgeoisie. Alors, d'une part, c'était axé, sur le contrôle des travailleurs sur leurs syndicats, ce qui a été fait pas mal chez les enseignants, en tout cas de l'AFNEC. Ça s'est fait aussi dans les employés d'hôpitaux. C'est axé, d'autre part, du contrôle des enseignants sur les administrateurs. Mais c'était relativement facile dans l'enseignement dans les cégeps et universités, dans la mesure où, pour les cégeps, après la contestation étudiante de 68, c'était prévu qu'il y aurait des organismes où il y aurait participation des professeurs. Mais avant, disons, le syndicalisme de combat, la participation est vue en termes d'individuel. Toi, vu que tu es un professeur, tu vas représenter les professeurs. Tu n'as pas besoin de faire appel aux professeurs, que tu représentes vraiment ce que les professeurs pensent, mais je veux dire, parce que tu es professeur, tu les représentes. Alors, le syndicalisme de combat s'est battu contre ça pour dire, tel professeur qui est là, il ne représentera pas lui-même, il va représenter vraiment l'ensemble des professeurs, puis il va être mandaté par le conseil syndical ou par l'Assemblée générale du syndicat. Alors, au début de la réaction des administrations appuyées par le ministère de l'Éducation, ça a été de dire, on va casser les syndicats, puis on va envoyer ces organismes de participation-là. Mais au bout de 4-5 ans, ils n'ont pas été capables de le faire, ils sont arrivés à une formule meilleure, c'est qu'ils ont accepté le fait accompli. Puis là, ce qui se passe à l'UQAM, entre autres, puis dans les cégeps, c'est beaucoup plus une formule de cogestion, en fin de compte, cogestion des conflits de la boîte, qu'une formule vraiment de contrôle des travailleurs ou des enseignants sur les administrateurs.
Au niveau des hôpitaux, il n'y a pas eu, au niveau du contrôle sur l'administration, il n'y a pas eu de bataille, sauf une bataille défensive contre les coupures de postes et l'augmentation des tâches. Au niveau du milieu ouvrier, puis là, il faudra faire des analyses beaucoup plus... ça n'a presque pas pénétré. Au niveau du contrôle des travailleurs sur les patrons, c'est très compréhensible. Il y a eu des batailles, disons par exemple, pour rendre non obligatoire le temps supplémentaire ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, un patron dans une usine, sa job, c'est de faire travailler les travailleurs le plus, puis le mieux, puis en fonction d'un salaire le plus petit possible. Alors, le travailleur, lui, son intérêt, c'est l'inverse. Alors, quand on étudie une usine, ça ne fonctionne pas comme un cégep ou même pas comme un hôpital. Je veux dire, le contrôle du patron par l'intermédiaire de ce contremaître sur le processus de production et vraiment, l'usine fonctionne comme un système totalitaire. Hein. Alors, le syndicat, il va négocier les conditions. Il va négocier à quelles conditions, tu vois, les ouvriers vont travailler après ça. Alors, ça rend extrêmement difficile toute lutte des travailleurs pour limiter ce qu'on appelle le droit de gérance. Là, les patrons se défendent avec, parce que, je dis, ça leur touche, c'est directement leur profit. Alors, à ce niveau-là, il s'est fait certaines luttes, comme par exemple, le droit de ne pas travailler lorsque c'est dangereux. Ça a été gagné par des conventions, dans des conventions. Le droit de débrayer lorsque c'est dangereux pour la santé ou des trucs comme ça. Mais ça a été très limité parce que le patron a le pouvoir, il tient à conserver le pouvoir. Il est prêt à négocier à quelles conditions tu vas travailler pour lui, mais il ne veut pas de limitation de pouvoir. Alors, chaque fois, au niveau de l'entreprise privée, on lutte contre ce qu'on appelle la limitation des droits de gérance, c'est une lutte féroce. Au niveau du contrôle des travailleurs sur leurs syndicats, ça a été très faible aussi. Très, très faible, sauf dans certains syndicats. Puis ça, je veux dire, j'essaie actuellement de mener des recherches pour essayer de cerner exactement pourquoi on n'est pas arrivé à démocratiser les structures du syndicat. Ça veut dire, c'est vrai pour la CSN, pour la FTQ, encore plus. Ça veut dire qu'en fin de compte, le pouvoir repose aux mains des exécutifs, du président, puis souvent du permanent syndical. Alors, évidemment, on ne dit pas que les travailleurs ne sont pas consultés lors, par exemple, de conventions collectives, ainsi de suite, en Assemblée générale. Mais dans la vie quotidienne du syndicat, ils n'ont pas de contrôle dessus. Ce qui repose le problème des intellectuels au sens de Gramsci, le contrôle de ces gens-là sur l'ensemble des gens. C'est ça. Peut-être que Gramsci avait vu très, très bien la place et la fonction des intellectuels dans la société. Fonction d'intermédiaire, en fin de compte. Fonction d'intermédiaire, leur rôle, si tu enseignes, ton rôle, c'est de transmettre des connaissances, mais avec les connaissances que tu transmets, l'idéologie de la bourgeoisie. Oui. Puis là, évidemment, on peut faire des distinctions entre le primaire et l'université. Tu vois, à l'université, qu'il y a quelqu'un marxiste, ça ne dérange pas. Au contraire, tu vois, les étudiants qui sont appelés de toute façon à devenir des intellectuels, ils vont connaître tous les côtés de la médaille, donc vont pouvoir bien répondre à des marxistes si c'est nécessaire. Mais au niveau du primaire, moi j'ai enseigné à tous les niveaux. Au niveau primaire, le contrôle est très, très fort. Si tu dis dans une classe, au niveau du primaire, quelque chose que ne pense pas, dit la société, ceux qui la contrôlent, mais à ce moment-là, vous avez le principal sur votre dos, vous avez les parents qui appellent au principal, en tout cas, au secondaire, c'est encore très fort. Au cégep, ça commence à être beaucoup plus libéral. Puis à l'université, c'est très libéral. Alors, il faut le voir structuré un peu comme ça, puis les intellectuels, bien, ils rentrent dans ces schèmes-là. Si on regarde, par exemple, le manuel du 1er mai, je ne sais pas si tu l'as lu, tu vois, ben, je veux dire, c'est pas renversant, tu vois. Tout simplement, ce qu'ils font, c'est que, par rapport aux exemples qu'ils donnent dans les manuels actuellement, qui sont toujours les exemples qui vont dans le sens de la petite bourgeoisie, des exemples capitalistes, comment faire de l'argent si tu vends ton auto. Ils ont fait l'inverse. Ils ont situé ça par rapport aux travailleurs, le chômage, sécurité d'emploi. Il y a eu une tollée. Je peux vous dire, ce manuel-là devait être étudié une journée, puis par les gens qui pensent ça à la CEQ, ça veut dire une petite minorité, 10%, peut-être moins que ça. Ça a fait vraiment une tollée, on disait que la CEQ veut endoctriner les étudiants. Comme s'il n'y avait pas d'endoctrinement actuellement. Oui. Et puis, on peut aller un peu plus loin. Si on peut accepter, par exemple, des marxistes, disons, au niveau universitaire, ça ne pose pas de problème. Au niveau du cégep, on commence à plus les contrôler. Là. Mais si on regarde des instruments qui ont de l'influence, parce que, je veux dire, quand tu écris un livre, toi,
Bon, ben, tu peux avoir 2 à 3 000 lecteurs si tu es un bon vendeur. Alors, tu parles entre toi-même, tu sais, entre la nouvelle petite bourgeoisie. Oui. Mais quand, à la radio, par exemple, ou à la télévision, tu vois, jamais il donnerait un programme d'information publique, par exemple, dirigé par un marxiste. Est-ce que lui est moins neutre que celui qui est, faut pas moi, libéral ou je sais pas trop quoi? Alors, ça veut dire que plus tu peux rejoindre le monde de travailleurs, en fin de compte, plus ta liberté est limitée. Alors, l'intellectuel, il rentre dans ces cadres-là, puis il est structuré à l'intérieur de ces cadres-là. Le contrôle qui exerce Radio-Canada, par exemple, sur les gens qui travaillent l'information, ainsi de suite, c'est incroyable. Tout à fait incroyable. Un ensemble de gens qui, pour chaque émission, pointent ce qu'ils disent, puis ils ont un ensemble de critères, par exemple. Si on fait venir quelqu'un de gauche, il faut qu'il y ait quelqu'un de droite, mais quelqu'un de droite peut y aller sans qu'il y ait quelqu'un de gauche. Enfin, un ensemble de critères, puis suivre ça de façon en fonction d'une neutralité. Mais quelle est cette neutralité-là? C'est la neutralité, en fin de compte, qui convient bien à ceux qui dominent notre société. Alors, les intellectuels rentrent dans ce cadre-là. Tu peux avoir des intellectuels minoritaires qui essaient de lutter contre ça au sein des institutions dans lesquelles ils sont. Puis, selon les sociétés plus ou moins libérales, évidemment, si tu te retrouves au Chili, ta liberté de manœuvre est à peu près nulle, un peu plus grande ici selon les secteurs. Mais leur rôle objectif, c'est de transmettre un ensemble d'idéologies qui correspond à ceux qui dominent la société. Ça, c'est vrai pour les pays capitalistes. C'est vrai pour les pays dits socialistes, qui sont des pays bureaucratiques. Puis là, même le contrôle est beaucoup plus rigide. En fait, rigide comme le sont les pays capitalistes ancrés, si on prend par exemple la plupart des pays d'Amérique latine. Vous me présentez la gauche, la droite, gauche-droite, gauche-droite. Qu'est-ce qui rythme la marche de la politique ici au Québec? Sur quoi s'opposent la gauche et la droite? Ah ouais. Ça, effectivement, la conception gauche et droite, c'est des notions très floues. En fait, on peut dire que la gauche, c'est celui qui va avoir un changement en fonction d'une plus grande justice, en fonction de ceux qui ont le moins de pouvoir dans la société, les ouvriers, les employés de bureau, les secrétaires, ainsi de suite. Tandis que la droite trouve que l'ordre social, bon, il est assez bien. Il faut on met plus l'accent sur l'ordre social, le statu quo, avec plus ou moins de réaménagement. C'est la différence, en gros, très largement, entre la gauche et la droite. Mais évidemment, c'est un peu des épithètes qu'on peut se lancer aussi. C'est envoyer l'un l'autre. C'est des casquettes? C'est des casquettes, oui, c'est ça, un peu. Mais ça correspond à une certaine réalité sociale, un certain clivage au sein des intellectuels. Mais prenons la question de l'avortement. Selon vous, comment se démarqueraient les positions gauche et droite? Bien, je pense que, pour moi, l'avortement libre et gratuit sur demande, ça devrait être aux femmes, qui portent leur enfant, d'avoir le choix, s'ils veulent s'avorter ou pas, d'avoir les moyens de le faire. Si c'est des femmes qui ne veulent pas se faire avorter pour différentes raisons religieuses ou autres, on respecte leur opinion, mais pourquoi ils ne respecteraient pas l'opinion des femmes, qui, pour Z raisons, ne veulent pas d'enfants, puis ils ont été pris pour manque de planification, pour X raisons d'avoir un enfant. Oui. Alors, pour moi, le clivage passe à ce moment-là entre ceux qui sont en faveur que les femmes elles-mêmes, individuellement, choisissent ce qui est meilleur pour leur vie à eux. Elles. En ce qui concerne le changement, disons, du 15 novembre du Parti québécois, oui. Alors évidemment, dans le milieu des intellectuels en général, il a accordé vraiment beaucoup de confiance au Parti québécois. Puis là, les gens s'aperçoivent un peu que le Parti québécois ne va pas très, très loin, mais ils disent toujours, ben, c'est mieux que le Parti libéral, puis il y a le référendum, c'est ça qui est important, puis ainsi de suite. Alors, c'est comme si on avait donné aux intellectuels un os à ronger, puis ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas eu, puis ils le rongent, avec un plaisir, puis en s'en délectant. Alors, mais qu'est-ce que le Parti québécois entraîne, en fin de compte? C'est une démobilisation très grande, Ça veut dire que, au niveau du mouvement syndical et populaire, c'est le fractionnement du mouvement syndical. Fractionnement du mouvement syndical qui va à un tel point que les politiques n'avaient pas pu faire passer Bourassa, le Parti québécois va les faire passer, je pense, sans trop de problèmes. Faites en sorte que l'ensemble des contestations qui s'est développées au Québec depuis les années 63, puis encore plus après 70, ben, le Parti québécois récupère ça par son image progressiste. Puis
Puis quand il ne fait pas grand-chose de progressiste, ben, il dit on a mauvaise conscience, mais on est très mal placé. Il y a une question de stratégie. En fonction de ce référendum, il ne faut pas faire peur à personne. Il ne faut pas faire peur aux Américains qui contrôlent une grande partie de l'économie du Québec. Il ne faut pas faire peur, et ainsi de suite. Alors, je veux dire, quand on ne veut pas faire peur à personne, on ne fait pas grand-chose. Alors ça, c'est au niveau du Québec. Il y a un problème aussi plus vaste, disons, plus stratégique pour un socialiste. Quand on se situe, on pense le Québec, bon, ben, c'est un îlot de 6 millions de personnes, dans une mer nord-américaine, où le capitalisme est dominant, puis c'est l'impérialisme dominant dans le monde, c'est l'impérialisme américain. Alors, comment penser une alternative socialiste dans ce petit îlot-là, entouré et dans une économie complètement contrôlée de l'extérieur, soit par le capital canadien-anglais ou par le capital américain? Ça, c'est un autre problème. Troisième problème, encore plus fondamental, qui touche l'ensemble des intellectuels, disons, marxistes des pays développés, c'est le fait, c'est la prise de conscience, en fin de compte. Il y a eu un grand espoir créé par la révolution culturelle chinoise. Mais lorsqu'on regarde ce qui se passe maintenant, on voit très bien qu'en fin de compte, c'était avec les aspects négatifs de cette dite révolution culturelle-là, ça a été une tentative de remettre en question la bureaucratie. Mais on voit bien, en fin de compte, quand on regarde comment elle se restructure maintenant, que c'est comme un peu le même type de structure qui existe en Union soviétique. Et puis que la Chine, comme l'Union soviétique, défend au niveau international des positions qui correspondent à ses intérêts d'État. Alors, les gens regardent d'un côté puis regardent de l'autre, puis je veux dire, les modèles historiques sur lesquels on s'appuyait s'effoirent, puis disparaissent quand on les regarde attentivement. Alors, je pense que l'ensemble des intellectuels socialistes et marxistes passent par une phase de désespoir, Mais je pense que dans cet état de désespérance-là, peut-être va se créer des éléments d'espoir, Parce que le problème qui se pose, est-ce qu'il est possible de travailler, d'œuvrer à faire une société où qui réduirait, sinon, qui fera pas de qui réduirait ou dans la perspective la plus belle, qui supprimerait, l'exploitation des ouvriers. L'exploitation des femmes? Leur oppression. Puis qui est beaucoup plus forte aussi dans le milieu ouvrier. Parce que souvent, ils sont soumis aux conditions de travail, ils n'ont pas de garderie, des fois de double emploi, ainsi de suite, se retrouvent discriminés à tous les niveaux. Et puis, le fait que de pouvoir développer dans cette Amérique du Nord-là une nation de culture française ou culture québécoise qui peut se développer normalement. Puis là, ce qu'on voit, on regarde au niveau du cinéma, le cinéma qu'on voit, c'est le cinéma américain. La chansonnette, c'est en grande partie américaine. La télévision, quand on regarde le câble, c'est en grande partie américaine. Alors, ce qui fait que, qu'est-ce qui va, comme culture, disons, un peu autonome, qu'est-ce qui va en rester, je ne sais pas. Alors, c'est l'ensemble de ces problèmes-là qui fait que quand on ne se met pas des verres fumés et on les regarde en face, on me dit c'est pas facile. Monsieur Pilote, vous nous parlez de l'envahissement de notre culture par les masses médias américains. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui est notre culture pure laine? Notre culture pure laine est pas mal disparue avec l'urbanisation des villes. Alors, on parle du folklore, on renvoie au folklore, mais le folklore, c'est folklore, précisément. C'est plus très vivant. Si on regarde l'ensemble pour étudier effectivement la culture, disons, telle que véhiculée au Québec, il faut prendre des grands appareils idéologiques. Alors, évidemment, il y a l'école, où les manuels scolaires sont souvent écrits par des Québécois. Il y a des manuels scolaires français. Puis à l'université, ça dépend, varie un peu avec les universités, mais majoritairement manuel scolaire français ou américain. Si on reprend le cinéma, c'est vraiment du cinéma américain. La TV avec le câble, la télévision avec le câble, est de plus en plus américain. Si on regarde la chansonnette, américaine aussi.
Alors, on est un peu, si on regarde le secteur des livres, c'est le marché français. Les livres français en très grande majorité par rapport aux livres québécois. Alors, on est un peu coincé entre les deux. D'une part, on traduit surtout au niveau de la culture populaire. On est des grands traducteurs de la culture américaine. Puis au niveau des intellectuels lettrés, on est des lecteurs de la culture française. Oui. Alors, dans tout ça, je veux dire, on a de la difficulté à définir une spécificité québécoise. Puis, si on regarde, disons, la politique du Parti québécois depuis 2 ans, les positions que défendent Morin et Parizeau, c'est beaucoup plus le passage des pouvoirs d'Ottawa à Québec qui lui permettrait de négocier directement avec le capital américain ou l'impérialisme américain qu'une volonté, en fin de compte, d'avoir un contrôle réel sur l'économie ou sur la culture. Évidemment, on ne peut pas penser le Québec comme une société qui vivrait de façon autarcique, c'est plus possible au 20e siècle avec le développement de l'économie. Mais je veux dire, la volonté du gouvernement péquiste, c'est beaucoup plus, en fin de compte, d'aménager, en fin de compte, la domination qui existe au Québec du capital américain, capital canadien-anglais, mais en ayant des pouvoirs d'État pour essayer d'aménager ça. Alors, ça ne supprimera pas les problèmes qu'on a, tant au niveau économique, de contrôle extérieur, puis tant au niveau culturel. Encore là, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à court terme, je pense. Est-ce que les alternatives à long terme, on peut se fixer des pistes, essayer de tracer des sillons, disons, de l'espoir, si je peux dire. Ça veut dire lutter au niveau de la société pour que les travailleurs, ceux qui sont des dirigés, aient le plus possible, obtiennent le plus possible de contrôle sur leurs dirigeants. Ça, c'est vrai au niveau économique, c'est vrai à tous les niveaux, mais c'est une lutte extrêmement difficile parce que les dirigeants, quels qu'ils soient, ne veulent pas perdre leur pouvoir. Lutter pour que les femmes prennent toute la place qu'ils ont droit dans la société. Partagent le pouvoir. Lutter pour que la nation québécoise ait le minimum d'instruments économiques, politiques et culturels permettant de se développer dans la société nord-américaine. Alors, mais si tu me demandes des recettes à court terme, j'en ai pas. Je dis tout simplement, pour travailler, c'est en travailler dans ce sens-là, en n'étant pas certain de vaincre, en espérant d'avoir des victoires, puis en espérant qu'on puisse s'orienter dans ce sens-là. Mais je ne pourrais pas dire, bon, le programme c'est ça, ce qu'on doit faire, la stratégie c'est ça, puis la victoire est assurée. Je suis assuré de peu de choses. Sauf qu'il faut essayer de transformer ce qui existe. Soit. Je vais revenir au point de départ. Je vous ai demandé pourquoi vous n'étiez pas sociologue. Maintenant, j'ai envie de vous demander quelle image vous faites de la sociologie sous ce rapport-là. Est-ce que Marcel Fournier, par exemple, parle d'une autonomisation du champ scientifique québécois, d'une nationalisation aussi. Alors, en ce qui concerne la sociologie, est-ce que je peux vous demander si vous croyez que ce travail-là est réalisé actuellement? Autonomisation de la sociologie par rapport au courant... Par rapport au courant américain ou européen, ou est-ce qu'il y a une production sociologique québécoise originale, selon vous? Je pense que ce serait croire que le Québec, disons, qui est petit, dont le milieu scientifique ou dit scientifique, le milieu des sciences sociales, le sociologue est quand même très réduit, puisse, disons, comme courant, apporter énormément de nouveaux, disons, à les recherches qui se font dans les grands centres, soit les États-Unis, New York, San Francisco, Berkeley, ou Paris, ou Londres, ou Berlin, ou c'est Solory, je pense. Ce qui s'est fait, le développement de la sociologie depuis, disons, depuis son début, c'est diversifié dans ses approches. C'est diversifié dans sa méthodologie. Le marxisme est pénétré dans le milieu universitaire comme courant, est accepté
en gros, comme par les tenants de d'autres modes d'interprétation, d'analyse, comme un courant qui est valable. Tandis qu'auparavant, c'était vu vraiment comme nié, c'était de l'idéologie, c'était de la philosophie. De toute façon, personne ne l'avait lu, alors c'était facile à dire. Alors à ce niveau-là, il y a eu une diversité des recherches au niveau de ce qu'on appelle la sociologie, différents champs qui ont été étudiés, puis les approches sont différentes. Alors c'est beaucoup plus riche que ce qui existait il y a 10-20 ans. Mais est-ce qu'on peut parler d'une sociologie québécoise qui se distinguerait tant au niveau de la théorie, de la méthodologie, de la sociologie américaine ou des types de recherche sociologique qui se fait en France? Ça m'étonnerait beaucoup. J'ai jamais lu sur la théorie sociologique au Québec quelque chose qui marque un apport original par rapport à ce courant-là. Il y a eu des développements, disons, sur certains points au niveau théorique. Mais c'est beaucoup plus de prendre cet ensemble de matériel théorique et méthodologique pour l'appliquer au Québec pour essayer de percer, d'élaguer ou d'essayer de mieux connaître la réalité de la société. Pourquoi s'en remettons aux masses populaires pour changer la société? C'est parce que, si on regarde l'histoire, disons, y compris le changement de la société féodale, la société capitaliste, c'est vraiment ceux qui se trouvent à la base de la société. Ça veut dire ceux qui font vraiment, qui produisent les biens dans les industries. Ceux qui se retrouvent ceux qui font fonctionner la société, mais parce qu'on les fait fonctionner, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir dans cette société-là. Alors, c'est ces gens-là, dans la mesure qui peuvent changer la société. Dans la mesure où ces gens-là, disons, interviennent pas dans le changement de la société, ça va continuer à être une société structurée par ceux qui dominent cette société-là. Alors, les intellectuels ou les petits bourgeois comme moi, on se retrouve un peu dans l'entre-deux. Tu vois, on ne peut pas dire qu'on est très exploité. Hein? On ne peut pas dire qu'on est très opprimé. On a des administrations, mais je veux dire, plus ou moins paternelles ou plus ou moins conciliantes. Oui. Mais c'est différent de l'ouvrier qui se retrouve dans une usine, par exemple. Où lui, je veux dire, quand on parle de lutte de classe, ça se passe bien quotidiennement. Je veux dire, pour le patron, je veux dire, c'est de retirer le maximum de produits de cet ouvrier-là puis de donner le moins cher en échange. L'ouvrier, c'est l'inverse. Puis à part à ce niveau-là. Alors, je pense pas qu'on puisse penser à une transformation sociale de la société, où ça, c'est où l'ensemble des travailleurs qui n'ont aucun mot à dire sur le fonctionnement de la société, qui sont soumis à tous les problèmes, soit en termes de chômage, en termes d'inflation, en termes de logement, en termes de transport public, des problèmes qui touchent la petite bourgeoisie, mais très faiblement, surtout les jeunes qui arrivent sur le marché du travail puis sortent de l'université actuellement, mais qui touchent quotidiennement, ou l'insécurité au travail, qui touchent quotidiennement ces gens-là. Alors, c'est eux qui sont la base matérielle de la société, mais c'est eux qui n'ont aucun contrôle sur cette société-là. Alors, comment peut-on penser un changement de la société sans eux, sans que ces gens-là interviennent positivement ou directement? En même temps, c'est les gens qui sont le plus démunis au niveau des outils. Aliénés. Aliénés dans le sens qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils, sauf ceux qui leur ont donné l'école, ils ne peuvent pas donner grand-chose à l'école. On leur a donné, on l'a appris à lire, à écrire, puis ainsi de suite, à lire, puis à écrire, au sein d'une idéologie où on dit, ben, la société est comme ça, puis c'est comme ça que ça va être, puis c'est comme ça que ça va rester. Soit, mais pourtant, quand je regarde ce que mon père a voulu faire de moi, il a écouté le slogan de Jean Lesage, qui s'instruit s'enrichit, puis il m'a fait instruire, puis il est parmi la masse populaire des gens qui n'ont pas les moyens de faire la révolution. Je me dérange. Je suis dans sa descendance. Puis je me demande, moi, quelle est mon aliénation spécifique en tant qu'aspirant petit bourgeois. Non, mais je pense que c'est parce que... De qui faut-il attendre le changement social? Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'on va rester dans la situation où on se trouve, d'attendre la fin de nos jours? Bien, je vais te donner un autre exemple dans un autre type de société pour rendre compte un peu de ça. C'est des intellectuels seuls qui ne peuvent rien faire, même les intellectuels qui veulent transformer la société.
Évidemment, disons, puis, il y a eu des changements grands depuis 60 à aujourd'hui, par exemple, au niveau même de la pénétration des idées de possibilité de transformation parmi les travailleurs, les ouvriers. Avant, on ne voyait pas cette possibilité-là du tout, mais vraiment, c'était vraiment, même pas des minorités, c'est statistiquement insignifiant, les travailleurs, les ouvriers qui voyaient la possibilité d'une transformation assez radicale d'une société pour avoir une société dans laquelle il y aurait un mot à dire. Ces idées-là ont quand même commencé à pénétrer. On peut le voir, disons, au niveau du mouvement syndical ou ainsi de suite. Mais c'est effectivement très lent. C'est effectivement très lent. Disons, par exemple, pour vous donner seulement une idée des difficultés que ça pose, je pense que la moyenne, pour les ouvriers, passe en moyenne 20 heures par semaine à la télévision. Ben, fais ça pendant une semaine, regarde, par exemple, pendant 20 heures, pendant une semaine, le Canal 10, le Canal 2. C'est-à-dire, les images, l'idéologie qui est véhiculée là, c'est pas des idéologies ou des images qui disent, bon, mais il faut que tu transformes la société. C'est des images qui disent, bon, la société est comme ça, elle va être toujours comme ça, puis il n'y a rien qui peut être changé. Tu vois? Alors, c'est un peu ça, mais si on regarde les grands bouleversements qui ont eu, disons, par exemple, les luttes qui sont passées dans les pays socialistes, tu vois, c'est pas les dissidents qui arrivent ici puis ils passent par la télévision, tout ça, qui ont mené des grandes luttes, qui emmènent des luttes, tu vois. C'est quand les ouvriers et les paysans sont mis en lutte, tu vois, où il y a eu les grandes crises en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne. Puis ça a fait presque tomber le pouvoir, tu vois. Ils étaient obligés de faire appel à l'armée, à la police pour ressouder le pouvoir sur ces gens-là. C'est quand ces gens-là se lèvent, c'est une force matérielle énorme, tu vois. Parce que, je veux dire, tu imagines que les ouvriers arrêtent de travailler pendant une semaine, par exemple, au Québec. Je veux dire, au bout d'une semaine et demie, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est sur eux que repose la base matérielle de la société. Mais dans une société où il n'y a aucun pouvoir. Alors, on peut bien rêver, des intellectuels, de faire des changements. Tu vois, il y en a qui rêvent, je ne sais pas moi, rêvent qu'à un moment donné, des hommes de notre planète vont venir ici. Hein. Tu peux lire des poètes qui pensent ça, ou qui rêvent de toutes sortes de conversions mystérieuses, tu vois. Mais je pense qu'au niveau des intellectuels, on ne peut pas faire des choses, des changements radicaux. Mais quelles sont les conditions d'une alliance avec ces gens-là, ces personnes-là, sur lesquelles repose le changement social, parce qu'ils sont l'assiette de la société? Mais je pense que ce qui nous manque le plus à nous, marxistes, actuellement, là, je pense, c'est les analyses concrètes de ces gens-là, tu vois. Commencer à les écouter. Mais pourtant, vous en êtes issu? Oui, j'en suis issu, mais j'en suis issu, tu vois. Ça fait quand même 20 ans, je ne suis pas dans ce milieu-là, tu vois. Oui. J'ai fait des enquêtes et des recherches, par exemple, syndicalistes de combat qu'on a développé, un groupe au sein de la CSN, tu vois. Mais là, il me semble, la nécessité, le besoin d'aller étudier concrètement ça dans une usine, comment les problèmes se posent, tu vois. Et puis, je pense qu'on doit toujours faire ce retour-là. Il y avait des jeunes gens qui ont fait ce choix-là, qui sont allés travailler à l'usine aussi. Mm-hmm. Je pense, après 70, moi, j'ai dit. Oui, il y en a qui ont fait ce choix-là. C'est des expériences qui ont été tentées ailleurs aussi, en France ou ainsi de suite. Mais... je veux dire, si tu as une formation de cégep ou d'université, tu arrives dans une usine, tu vois, l'ouvrier sait tout de suite que tu n'es pas un ouvrier, tu vois, ça paraît. Tu n'as pas les mêmes connaissances, tu n'as pas le même langage que les autres, puis ainsi de suite. Tu n'as pas les mêmes préoccupations non plus. Déjà, puis il se demande, en plus, pourquoi il vient dans l'usine, lui, tu vois. Il était bien, il pouvait être enseignant, pourquoi il vient dans l'usine, tu vois. Ils ont de la difficulté à comprendre cette espèce de sacrifice, tu vois. Il y a eu des prêtres qui ont fait ça, des prêtres ouvriers en France, pendant une certaine période. Au début des années 60, fin des années 50. Puis là, il y a des marxistes qui font ça, tu vois. C'est la même idéologie de sacrifice, tu vois. Puis je pense pas que ce soit en devenant des faux ouvriers, parce que de toute façon, l'intellectuel qui dit que ça va travailler dans une usine, lui, il a toujours le choix d'en sortir, comment tu sais. Toujours décider demain, j'en sors, puis je m'en vais devenir enseignant, journaliste, fonctionnaire, ou tout ce que tu voudras, tu vois. Tandis que l'ouvrier, il sait très bien que le choix n'existe pas, ou à peu près pas. Alors, ça fait une espèce ce qui fait que toutes ces expériences historiques d'entristes dans les usines ont échoué, tu vois. Alors, c'est peut-être plus par les organisations populaires, tu vois, soit les associations de locataires, ADDS, par le mouvement syndical,
qui regroupe à la fois des intellectuels, disons, petits bourgeois, puis des ouvriers, que peut peut-être se faire peu à peu la jonction. Bon, ben, c'est un projet. Je veux dire, c'est loin d'être certain que ça va réussir, mais disons, c'est un projet qui est le seul projet qu'on peut se donner pour penser une transformation un peu profonde de la société. Sinon, ben, on peut écrire n'importe quoi, rêver de transformation de la société, mais il n'y en aura pas.